C'est bon pour moi. J'ai pas fait mon make-up. Le maquillage. C'est bon pour toi, Johan? Allons-y. Monsieur Pastor, vous nous faites l'honneur et l'amitié de répondre à l'invitation de notre association TECC, Transition énergétique et environnementale en Cévennes, et de donner ce soir une conférence à la Maison de l'Eau d'Allègre-les-Fumades. Cette conférence porte sur le dérèglement climatique et en aborde tous les principaux aspects. L'état actuel du climat, l'état actuel et prévu de l'action climatique dans le monde. Pourquoi devons-nous nous préoccuper de ces questions? Quelles sont les solutions potentielles et comment y arriver? Et quelques autres questions, justice climatique, rôle de l'énergie nucléaire, génération future, responsabilité des individus-sociétés. Internationalement reconnu pour votre expérience et votre maîtrise des questions environnementales et climatiques, vous avez été, entre autres, car cette présentation n'est pas exhaustive, sous-secrétaire général de l'ONU sous Ban Ki-moon chargé de la question du changement climatique, directeur exécutif par intérim des sciences et politiques au sein de WWF International, secrétaire exécutif du groupe de haut niveau sur la durabilité aux Nations Unies. Vous avez aussi participé activement à la COP de Paris, aux côtés de Laurent Fabius. Vous avez rédigé et dirigé le groupe de gestion de l'environnement des Nations Unies et assuré entre autres le secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement au sommet de la Terre en 1992. Et actuellement, vous êtes directeur exécutif de C2G, Carnegie Climate Governance Initiative, chargé de sa gouvernance. Je renvoie à ce sujet au remarquable site de la Fondation, dont l'adresse est le suivant, www.c2g2, en minuscule.net. Donc c2g2.net. Pour la version française, ajoutez la barre oblique du / et français après l'adresse. En avant-première de la conférence, TECC est dans le cadre de son émission en partenariat avec et sur Radio 16, le kiosque des transitions, précision, bande 99.2, souhaite vous poser quelques questions si vous le voulez bien. D'accord. Quel est votre sentiment personnel sur l'état de notre planète en cas d'augmentation de la température de 1,5 ou de 2 ou de 3 degrés? Bon, d'abord, merci pour l'invitation et merci pour ces questions. Pas facile à répondre, mais d'abord, il faut que je précise que effectivement, mon avis personnel, c'est pas très important. Il faut vraiment regarder ce que la science nous dit. Et la science est très claire que il y a plusieurs projections qui sont possibles. Et même la projection le plus optimiste dit qu'on va dépasser 1,5 un petit peu, vers 1,6 degrés. Ça, c'est la projection le plus optimiste. Mais on sait très bien que nous faisons pas tout ce qu'il faut. Et on a entendu sur la conférence de Glasgow l'année passée que si on fait tout ce que les pays disent qu'ils peuvent faire, on va arriver vers 2 degrés et demi. Donc, la situation est assez claire. Et c'est égal à ce que je pense, moi. Le fait, c'est qu'on va dépasser le 1,5 degré. La question, simplement, si ça va être 1,5, 2, 3, et combien de temps ça va durer. Et ça, c'est très important, parce que ça dure 6 mois, ça, c'est une chose. Si ça dure 20, 30 ans, ça, c'est autre chose. Et donc, ça, c'est la question. Et ce que je vois, c'est pas mon avis personnel, mais ce que je vois personnellement, et si j'analyse les choses scientifiques, mais aussi politiques et sociales, ça veut dire que la planète réchauffe et on va arriver entre 2 et 3 degrés Celsius avant la fin de ce siècle. Et la planète sera difficilement vivable selon les régions, parce que j'imagine 2 ou 3 degrés, c'est une moyenne planétaire. Ce qui veut dire qu'il y aura des régions où ce sera beaucoup plus élevé que ça. Absolument. Par exemple, le bassin méditerranéen. Absolument. Donc, quand on parle c'est une moyenne globale. Déjà, dans le nord, dans l'Arctique, c'est 2 à 3 fois plus le réchauffement. Donc, si on parle de 1,2 degré aujourd'hui,
moyenne en général dans le monde. En haut, dans l'Arctique, on parle de 3-4 degrés déjà, aujourd'hui. Et en plus, il y a d'autres choses qui sont cachées par la moyenne. Donc, il peut y avoir des périodes et des régions spécifiques où, pendant une période, il fait très chaud et après ça passe. On a récemment, mois de mars, il y avait une période dans l'Antarctique où, pendant une semaine, il faisait 40 Celsius plus que l'habitude. 40 degrés de plus. Ça, c'est terrible. Et ça a énormément d'impact sur l'écosystème, sur les gens, etc. Ça m'amène à la question suivante d'ailleurs. À quel moment et à quel niveau de température pensez-vous que les choses deviennent irréversibles ? Bon, là aussi, il faut regarder ce que la science nous dit. Et le rapport de ce groupe des experts intergouvernementaux sur le changement climatique, le GIEC, a récemment produit plusieurs rapports. Et ce qu'ils disent, c'est qu'actuellement, on est à 1,1-1,2 degrés et les impacts sont déjà très, très sérieux aujourd'hui. Et on voit ça partout dans le monde, les feux de forêt, les inondations, etc. Si on monte à 1,5, ça va être bien pire. Donc chaque dixième de Celsius compte. Quand on dépasse les 2 degrés, c'est là où ça commence à être vraiment sérieux, parce qu'on pense que vers 2 degrés environ, il y aura des points de non-retour, c'est-à-dire les choses irréversibles. En anglais, on dit ça les tipping points. Donc, quand on arrive à ce stade, quand la glace fond dans l'Arctique, ça va être très difficile et ça va prendre très, très, très longtemps pour refaire. Donc, c'est fini. C'est irréversible, pratiquement. Et ça peut nous arriver dans peu de temps ? Bon, si on dépasse le 2 degrés avant la fin de ce siècle, oui, c'est-à-dire que d'ici jusqu'à la fin du siècle, il y aura plusieurs événements qui sont irréversibles. Il y a certains scientifiques qui nous disent aussi qu'on a déjà dépassé certains de ces points. Certains qui sont, c'est déjà irréversible. On ne reviendra pas en arrière, sauf à mettre un siècle ou deux, ou on ne sait pas combien de temps. On ne sait pas. Donc, au-dessus de 2 degrés, c'est un territoire inconnu et sérieusement catastrophique pour beaucoup, et surtout pour les gens vulnérables et surtout pour les écosystèmes vulnérables. Ce sont toujours les mêmes qui payent le prix le plus cher, n'est-ce pas ? Oui. Quel prix, puisqu'on parle de ça, à payer socialement, économiquement, financièrement, pour se maintenir à des niveaux de température acceptables ? Bon, il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Je commence avec l'analyse qui a été faite, et dans le fond, on peut maintenir plus ou moins le 1,5 degré, plus ou moins, si on dépense environ 2% de PNB au niveau global annuellement. Voilà, bon, ça c'est intéressant et précis. C'est pas sérieux. Donc c'est beaucoup d'argent, bien sûr, mais c'est possible. Et en plus, il ne faut pas compter comme ça, parce que pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y aura des impacts de changement climatique qui vont coûter beaucoup plus cher. Donc on peut aussi dire que l'effet est négatif, c'est-à-dire le prix est négatif. Parce que la société va avoir plus des impacts positifs. Le problème, le problème, c'est que les gens qui doivent payer pour les actions, c'est différent que les gens qui reçoivent les impacts. Et normalement, dans une société qui fonctionne bien, ça marche. Mais très souvent, ça ne fonctionne pas, ni au niveau national et surtout pas au niveau international. Votre expérience internationale vous a amené à faire ce constat-là. Le terrain de jeu le plus difficile, il est international. C'est là que les intérêts contradictoires des uns et des autres s'affrontent et font que nous n'avançons pas ? Oui, parce que le problème de changement climatique, c'est que la cause de ce changement climatique, c'était effectivement l'industrialisation, ce qui est dans le nord, l'Europe, l'Amérique du Nord. Et
Maintenant, les pays en développement aussi commencent à faire la même chose. Mais principalement, la plupart de gaz carbonique qui est dans l'atmosphère était produit par le Nord jusqu'à maintenant. Mais par contre, les impacts sont plutôt dans le Sud, dans les pays en développement, dans les pays vulnérables. Et donc, il faut un système international où on essaye si vous voulez, faire payer le Nord pour le dégât qu'ils ont causé et faire un transfert de ressources, de technologies, etc. vers le Sud, qu'ils puissent faire face à ce problème. Si on parle de solutions, avec votre expertise scientifique et le travail de management que vous faites et de gouvernance que vous faites au sein de votre groupe et de votre fondation, quelles seraient pour vous les mesures peut-être prioritaires ou principales qui pourraient nous permettre de rester à des niveaux acceptables d'augmentation de température? La priorité absolue, c'est la réduction des émissions. Il n'y a pas de question, parce que sans cela, on ne peut pas résoudre. Il n'y a pas d'autre solution magique. Donc il faut absolument réduire les émissions à zéro, aussi vite que possible, et aussi vite que possible, c'est très important, parce que il ne nous reste pas énormément de temps si on veut rester au-dessous de ce fameux 1,5 degrés. Le dernier rapport du GIEC parle de 3 ans pour dire qu'il faut que dans les 3 ans, des mesures soient prises obligatoirement. Ouais. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y aura des tâches pour tout le siècle, donc ça ne va pas s'arrêter, les responsabilités dans 3 ans, mais il faut maintenant vraiment vite agir. Donc la priorité numéro 1, c'est la réduction des émissions. Mais en même temps, il faut aussi admettre qu'on a déjà beaucoup trop de carbone dans l'atmosphère et il faut éliminer ce carbone. Et même si on arrête toutes les émissions aujourd'hui au niveau global, ce qui est impossible, mais on peut réfléchir, si on fait ça, il reste suffisamment de carbone dans l'atmosphère pour maintenir la température pendant centaines d'années. Donc si aujourd'hui on a 1,2 degré, on arrête, ça reste 1,2 degré de plus pendant des centaines d'années. Et ça c'est trop. Donc il faut éliminer le carbone atmosphérique, et donc ça c'est la deuxième priorité. Et après ça, si on pense que ça ne suffit pas, et il semble, après le travail de GIEC, que ça ne va pas suffire, il faut penser aux autres méthodes pour gérer cette augmentation de la température. Et bien sûr, on peut adapter jusqu'à un certain niveau, mais il y a des limites pour les adaptations. Et c'est là où il y a des autres techniques qui peuvent être considérées, comme la modification de rayonnement solaire ou la géo-ingénierie, comme on dit souvent. Donc, ce sont des possibilités, mais il faut bien réfléchir si les risques de ces nouvelles techniques sont pires ou mieux que être dans un futur de 2 à 3 degrés Celsius. Parce qu'il y a des risques partout. Il n'y a rien sans risque. C'est très intéressant que vous ouvriez ce débat sur la géo-ingénierie avec son potentiel formidable et assurément ses risques aussi. Monsieur Pastor, merci beaucoup et bonne conférence. Je vous remercie.